Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et j'ai envie de dire Bakada Salah, toute la communauté musulmane qui célèbre ce jour même d'ailleurs, la célèbre fête du sacrifice, la fête du mouton, comme savent le dire les francophones, hélas, ou les francophiles en fait. Dans tous les cas, nous savons que les musulmans sont véritablement en fait ce jour et nous voulons nous joindre d'ailleurs à eux pour leur souhaiter une très très bonne fête. Nous en avons d'ailleurs une très bonne partie qui suit régulièrement cette émission. Nous imaginons que ça sera autour d'un gros mouton qui vont d'ailleurs suivre ce programme en ce moment. Merci de faire confiance à Dash-Nous. Vous êtes bel et bien sur Regard sur les communes. Regard sur les communes, une thématique centrale ce soir. Nous parlons de la problématique des circulations urbaines, comprendre donc l'imbroglio. Voilà le sujet qui nous tient en haleine. Les 90 prochaines minutes, ça sera bien sûr avec nos panels plus ou moins constitués déjà sur ce plateau. Nous commençons par le docteur Jean Ndoundou. Docteur Jean Ndoundou est à mon extrême gauche. Docteur Jean Ndoundou, expert en communication publique, consultant, écrivain, expert en développement local et expert en développement des entreprises. Je voudrais dire en management des entreprises. Docteur Jean Ndoundou nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Docteur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, n'est-ce pas, aux centaines de milliers de téléspectateurs de Dash-Nous. Et à chaque fois que je suis invité, c'est un grand honneur pour moi. Je voudrais mettre à profit cette occasion, n'est-ce pas, pour souhaiter bonne fête de mouton à tous nos amis musulmans et en particulier vraiment à ceux de ma famille, les Moussa. Tout à fait. Donc j'ai une partie de ma famille qui est musulmane, je voudrais vraiment leur souhaiter bonne fête. Vous avez goûté un mouton quelque part aujourd'hui, docteur Ndoundou? Non, j'en ai pas eu l'opportunité, mais ce n'est que partie remise parce que j'aime bien la chair de mouton et dans les prochains jours, je sacrifierai à Tout à fait. cette exigence. Merci beaucoup, docteur Jean Ndoundou. Vous avez d'abord commis un ouvrage, il faut le dire, Tchana Pierre l'inamovible par Jean Ndoundou, avec une préface de Sa Majesté Jean Yonke, roi de Bangoulap. D'ailleurs, il faut rappeler que l'ouvrage sera dédicacé vendredi 7 juillet. Ça sera bien sûr à Yaoundé, à l'Institut français. Un peu plus de précision sur tout cela, docteur Ndoundou. Oui, l'occasion m'est donnée aussi de rappeler donc cette importante cérémonie, n'est-ce pas, des dédicaces qui aura lieu le 7 juillet, vendredi à 15 h à l'Institut français de Yaoundé et parrainé sous le parrainage de son Excellence le ministre de la Culture qui vraiment a beaucoup apprécié l'ouvrage, n'est-ce pas, et qui accorde vraiment une attention particulière, n'est-ce pas, au suivi de ce livre. Il faut dire que Pierre Ismaël Bitoumpat, c'est bel et bien le ministre de la Culture, je crois. Oui, oui, il n'est non seulement le ministre de la Culture, mais c'est également un homme de la culture. Tout à fait. Pour les gens de ma génération qui l'ont connu à Yaoundé, c'était vraiment un très grand acteur culturel. Le théâtre, tout à fait. Et certainement, avec son fameux Mini Papa. Voilà, et certainement, j'en ai eu l'occasion. Et certainement qu'il a connu Tchana Pierre, n'est-ce pas, dont il parle en termes très élogieux. Il m'a fait une lettre vraiment très, très, très touchante dans laquelle alors, il rappelle... pourquoi Tchana Pierre? Vous avez choisi Tchana Pierre parmi autant d'artistes gabonais, peut-être parce qu'il n'y est plus. Il y en a aussi qui n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Tchana Pierre, bon, c'est vrai qu'il y a eu le hasard, n'est-ce pas, des rencontres. Il était un grand ami à mon défunt frère aîné et ils ont été inhumés le même jour. Et en plus de ça, bon, il est un peu baranté comme moi et j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion où on parlait du mausolée de Tchana Pierre. Parce qu'il est question, n'est-ce pas, de réhabiliter la mémoire de ces icônes, de ces vedettes, de ces hommes vraiment qui font la force de notre culture. Et à cette occasion, la question m'a été posée, je me suis dit, mais qui était Tchana Pierre? Et c'est à partir de là, c'est pour répondre vraiment à ce questionnement que l'idée m'est venue d'aller chercher, fouiller, creuser et voir qui était Tchana Pierre. Et ça, c'est le résultat de plus de 30 mois de recherche, de fouilles à travers la République, sa famille, ses amis. Je voudrais ici également évoquer vraiment un cas qui m'a particulièrement touché. C'est le cas du chanteur Cambi Briand. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques semaines, n'est-ce pas, avant son décès et qui a fait un témoignage très poignant. Il m'a dit combien de fois il avait été vraiment touché, bouleversé, n'est-ce pas, par le décès de Tchana Pierre. Et quand nous parlions, c'est vrai qu'il avait des petits problèmes de mobilité, mais à aucun moment donné, le pronostic vital ne me semblait engagé. Et c'est ça qui m'a d'autant plus touché parce qu'à chaque fois, il m'a appelé pour se renseigner, se rassurer si le livre était prêt. Et quand il a été prêt, je lui en ai parlé. Il m'a dit, bah, écoute, tu laisses mon exemplaire à Biko Sadé. Dès que je serai rétabli, je suis en convalescence, je vais le récupérer et je te joindrai rapidement avec ma note de lecture. Alors, malheureusement, alors, il n'en a pas eu l'opportunité. Il faut noter que c'est un recueil des témoignages avec plusieurs expériences qui sont
bel et bien compilé dans cet ouvrage, très enrichi d'ailleurs avec cette préface de Sa Majesté Jean Yonke, roi des Bangoulap, il faut le dire. Bangoulap, où vient d'ailleurs ma belle famille. Je voudrais saluer tout le monde du côté de Bangoulap qui nous regarde en ce moment. Alors, Pierre Tchana, ça sera donc pour le vendredi 7 juillet dès 15h. Quelles sont les cibles? Tout le monde peut y participer à cette dédicace? Oui, tout le monde peut y participer. Disons que déjà, je peux annoncer ici la présence effective de beaucoup de ses amis artistes. Il y a des musiciens qui l'ont accompagné, avec qui il a joué. Je pense à Luis Seke, je pense à Tchétché que j'ai invité, Johnny Tezano. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'obstacles qui seront là. Et également sa famille, dont le fils, Junior Tchana, qui m'a confirmé qu'il sera là, son cousin, Ebenezer Wanja, et beaucoup de monde, n'est-ce pas, beaucoup de monde du milieu de la culture, de la presse, de la chanson m'ont confirmé leur présence effective. Donc ce sera vraiment une très belle manifestation au cours de laquelle on écoutera encore du Tchana Pierre et surtout le témoignage de ses amis, de sa famille. C'est une cérémonie très émouvante à laquelle vraiment on assistera ce 7 juillet. D'ailleurs, avec bien sûr l'appui de la fondation Kechanga, les éditions, je crois, l'édition quoi encore du Muntu, les éditions Muntu. Et bel et bien la famille Tchana Pierre, vous demandons d'être là. Ça sera vendredi 7 juillet. 7 juillet dès 15h au centre, à l'Institut français des Yaoundé. Ceux qui en savent d'ailleurs. Puis la dédicace sera également, va se retransporter à Douala. Et puis, la ville de Tchang va également accueillir cette dédicace et peut-être bien d'autres villes. Je vous dis d'ailleurs, moi, j'y serai. Forcément, j'y serai vraiment. Docteur Noudou, je voulais vous remercier parce que vous êtes l'un des acteurs aussi dans l'ombre de cette émission Regard sur les communes avec tout ce travail que vous faites dans l'ombre. Beaucoup ne savent peut-être pas. Mais il faudra que je leur dise que vous êtes un de mes bras séculaires de cette émission, même si vous n'êtes pas là tous les soirs. Vous m'aidez à trouver des thèmes, vous travaillez avec moi dans cette émission de bout à bout, vous trouvez des vidéos pour me dire, voilà, des alertes qu'il faut faire. Il était mieux que nos téléspectateurs sachent effectivement que nous avons un grand expert qui est à côté de nous, et qui est un grand expert qui est à côté de nous et qui nous guide comme cela te doit. Merci beaucoup, docteur Jean Noundou. Non, c'est à vous que je dis merci, n'est-ce pas, d'avoir pris l'initiative vraiment d'une émission aussi importante. Vous jouez là vraiment un rôle sociétal d'une très grande importance. Et tout le monde, parce que nous sommes tous les Camerounais, n'est-ce pas, tous les résidents de ce pays sont membres d'une de nos 360 communes. Et il est important, n'est-ce pas, de savoir l'évolution. Et vraiment, cette émission qui a également un rôle didactique, pédagogique, vraiment gagnerait à être vue, su et vraiment suivi par l'ensemble des Camerounais, parce que nous appartenons tous à des communes et la loi de 2019 a mis en place une gestion participative. Totalement. Donc nous avons donc un retour, n'est-ce pas, d'expérience à apporter à nos élus afin de permettre vraiment de tenir le bon chemin. Merci encore vraiment pour cette belle initiative sociale et sociétale. En tout cas, tout revient, le mérite revient au président directeur général de cette chaîne de télévision, Boniface Dachako, alias Boni Dachako d'ailleurs, qui nous suit également pratiquement tous les mercredis, espace 20h30, 22h sur Dash News, effectivement. Si vous êtes scotché avec le bouquet StarTime, allez bien au canal 792, vous aurez bien sûr notre signal et vous serez comblé de tout ce que nous allons vous dire ce soir. Le second invité, pas des moindres d'ailleurs, notre consultant permanent, on va le dire, Germain Djeka Elongay est ingénieur, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, universitaire, expert, consultant et formateur. Lui également est présent ce soir. Germain, bonsoir et merci de nous rendre visite. Bonsoir Raoul, bonsoir Alénie. Docteur Jean Noundou. Que je tiens à féliciter par cette initiative qui consiste, n'est-ce pas, à garder la mémoire de ceux qui ont véritablement œuvré pour la culture au Cameroun, pour la culture, la musique. Et pour d'autres, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui est désormais sauvegardée pour la progéniture, pour la jeunesse camerounaise. Et c'est un travail très important, c'est un travail à féliciter. Je tiens également à dire bonsoir à nos millions de téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs de d'HTV, bien évidemment, et à ceux qui sont à la page ce jour, nos amis musulmans, qui viennent de fêter, viennent de se soumettre, n'est-ce pas, au rituel de la fête du mouton.
Alors, il s'agit également d'une longue période qui s'ouvre ce jour pour eux et qui va durer un certain temps. Donc, nos encouragements et nos félicitations pour tout ce qu'ils entendent accomplir. En tout cas, c'est une fête. Hein? C'est une fête, c'est à peu près comme la Noël chez les chrétiens. C'est une très grande fête, d'ailleurs la plus importante dans le monde musulman. Après la fête du Ramadan qui consacre ce jeûne de 30 jours, il y a maintenant 60 ou 70 jours plus tard, vous avez dans cette célèbre fête du mouton, qui semble être d'ailleurs la plus importante. Vous n'avez qu'à voir comment ils sont. D'ailleurs, je me suis habillé à leur couleur aujourd'hui, à ces couleurs de Bakadassala, pour nous associer à cette fameuse fête des musulmans. Je n'ai pas encore mangé ce mouton, mais j'imagine qu'au sorti de cette émission, je crois que j'en aurai un très bon morceau. J'ai un ami qui en a gardé pour moi. Vous avez goûté le mouton aujourd'hui? Je suis comme vous, c'est-à-dire que c'est au sorti de cette journée de travail que nous allons achever un peu plus tard, que nous allons nous rabattre sur le mouton pour, n'est-ce pas, en tirer le meilleur parti. Alors, il y a de l'actualité pour les communes? Je ne dirais pas d'actualité très précisément, mais je voudrais quand même évoquer un élément très important, notamment le déblocage des 290 milliards pour le démarrage des activités du centre des réseaux des filières de croissance. Un outil d'accompagnement du SND 30. Je vous vois vous interroger, qu'est-ce que ça a à voir avec les collectivités territoriales décentralisées? Il faut déjà noter que cette initiative est née, ce réseau-là est né d'une convention de partenariat entre le MINEPAT et les communes et l'Association des communes et villes unies du Cameroun. C'est-à-dire que c'est à cette initiative donc, que cet outil a été mis en place. Alors l'argent qui a été débloqué servira à quoi? Alors cet argent va servir, n'est-ce pas, à développer déjà des entreprises industrielles de transformation de matières premières. Et cela va se passer essentiellement au niveau local. Donc les collectivités territoriales décentralisées doivent voilà, n'est-ce pas, une opportunité de se positionner, n'est-ce pas, pour profiter. C'est donc une très bonne nouvelle maintenant pour nos maires et nos maires qui en souffrent, il faut le dire de façon criante. Alors, on attend encore un autre sur ce plateau, on espère qu'il va nous rejoindre. Il ne vient pas toujours en retard, nous sommes un peu inquiets de ce retard. Mais tout au moins, on va se rincer d'ailleurs les yeux avec ce reportage que je vais vous proposer tout à l'heure. On parlera, on va au Nigeria. On va au Nigeria voir comment les embouteillages vont suffoquer les usagers de la route. Et nous reviendrons certainement ici pour l'eau déballage. Monday, when the band started, I spent roughly 7 hours on the road, 7 hours of traffic time. On Tuesday, I spent 9 hours in traffic. So a 30-minute journey, for instance, is now 2 hours. If you go to every bus stop, you see tons of people gathered waiting for bus. And if any bus appears, everybody is fighting and rushing to get into the bus. As a result, nobody consider people with disability and say, okay, allow them to enter first. There is nothing like that. Every man for himself. If I'm working, not disturbing, I'm getting like 2,000, 3,000, 4,000. Someday I'll get like even 5,000. But now, really, police are disturbing, transport are disturbing, no peace,
no harmony, no tranquility. We just resolving. If I pay money for ticket, pay money for fuel, I pay money for food, I don't have anything. I just like 500 naira getting by. Alors, docteur Nondo, y a-t-il un problème de circulation urbaine? Oui, je suis vraiment fasciné par ce reportage sur Lagos, qui est une ville que je connais bien, j'y ai vécu. Il faut dire que Lagos, n'est-ce pas, c'est une ville en forme de cul-de-sac. Ça veut dire que c'est une ville longitudinale, une ville qui longe la mer, l'océan Atlantique. Bon, comme conséquence, la ville va d'est à l'ouest. Il n'y a pas une extension à l'est, non, au nord ou au sud. C'est-à-dire c'est une ville d'est à ouest. Et c'est comme ça jusqu'à Cotonou. Ouais, un peu. Donc, ça qui fait que la plupart des gens quittent le centre urbain de Lagos pour aller et résident, n'est-ce pas, dans les banlieues qui sont très éloignées, 30-40 km. Certains partent de chez eux à 2 h du matin pour pouvoir arriver à Lagos à 6 h. Et j'ai vu également ces bus jaunes-là que je connais bien. À Lagos, ce sont des bus vraiment qui sont dans une cacophonie totale. Vous vous rappelez de la chanson de Fela Ramson, Chakara, où il parle justement de ce désordre-là. C'est une ville désordonnée. Et je vais vous dire, j'ai vu une chose extraordinaire à Lagos, au marché de Surulere, où j'ai vu pour la première fois ce que c'est qu'un bouchon humain. Ça veut dire que vous avez au moins des gens qui avancent, n'est-ce pas, et d'autres en face. À un moment donné, tout le monde est bloqué. On ne peut plus avancer, on ne peut plus. Vraiment un bouchon humain, je n'avais jamais vu ça. Et ça dure environ 5 minutes. Et après, ça se déleste et les mouvements reprennent. Donc Lagos, c'est une ville vraiment, c'est l'incarnation même des bouchons, du désordre, n'est-ce pas, dans la circulation. Et donc, ça m'amène à répondre à votre question. Le problème de circulation, oui, c'est une préoccupation réelle dans l'ensemble des villes, dans l'ensemble des grandes villes du monde. Le problème de circulation, vraiment, est une réalité. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui peut causer ça? Bon, alors, ce qui cause, il faut dire d'abord que la plupart des villes ont été construites au départ autour des industries. Et par la suite, avec l'évolution, notamment les mouvements écologiques, les préoccupations environnementales, il a fallu sortir les usines des villes pour les amener dans des coins un peu retirés. Bon, maintenant, pour revenir aux villes même, le problème de circulation est lié même au problème de la ville, au problème urbain. Pourquoi? Parce que, prenons le cas d'un habitant de la ville. Vous habitez à un point de la ville, vous devez aller vous rendre à la pharmacie, vous devez vous rendre au marché, vous accompagnez les enfants à l'école, vous allez au travail. Vous voyez, il y a énormément de mobilité. Vous allez à la mairie, vous allez à la préfecture, vous allez autant d'actions qui nécessitent des déplacements. Et qui dit déplacement parle des moyens de communication, parle des routes en particulier. Surtout des infrastructures routières. Mais il faut dire que ça encore, c'est dans la plupart de nos pays du Sud. Dans certains pays maintenant du Nord, les choses ont évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, des routes, on est passé au tramway, on est passé au métro, on est passé même au train. Et aujourd'hui, dans des grandes villes comme Sao Paulo, comme à Brasilia, des hélicoptères qui permettent vraiment de relier 2 points de la ville rapidement. Donc le problème de circulation est lié vraiment au fait urbain. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Alors, Germain, Djeka et Longuet, si l'on considère d'ailleurs que le problème lié effectivement à lié à la mobilité, au déplacement d'ailleurs des populations se pose avec une faible intensité dans les zones rurales, là où il n'y a pas ces mouvements de façon très intense. Mais il faut reconnaître que dans les zones urbaines, ça s'accroît de façon exponentielle. Et on a envie de savoir, peut-on répertorier quelques causes? Effectivement, le problème de la circulation en milieu urbain est un problème permanent et universel. Si des villes hyper développées comme Paris ont toujours ce problème, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son plan de développement, quelque chose qu'il faut intégrer dans le développement de toute activité afin d'amoindrir
au maximum, n'est-ce pas, les impacts sur les activités humaines, sur l'économie, sur la santé et sur beaucoup d'autres choses. Donc en ville, ce problème, dans les villes africaines, et notamment au Cameroun, à Douala en particulier, est beaucoup plus pointu parce que nous avons l'impression qu'il y a un développement très désordonné des villes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une planification, un plan d'urbanisation. Quels sont alors qu'il y en a... Attendez, Germain, ne parlez pas de façon globale. Allons-y terre à terre. Je parle, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui cause des embouteillages? Si vous voulez, allons-y terre à terre. Qu'est-ce qui cause des embouteillages? D'abord, il y a l'insuffisance des voies de communication. Oui. Il y a la qualité de ces voies de communication et il y a également, on va dire quoi, l'étalement même de la ville. C'est-à-dire que la ville, elle grandit plus en horizontal, plus qu'en hauteur. Et cela crée de grands déplacements, de nombreux déplacements. Et il y a le mode de transport que nous utilisons chez nous. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus axé sur le transport individuel, le véhicule. Je dis, quand vous avez 3 millions de personnes qui ont chacun un véhicule, ça devient compliqué. Les moyens de transport en commun sont presque inexistants dans notre contexte et cela participe énormément à l'acuité, n'est-ce pas, de ce problème-là. Alors, vous semblez maintenant dédouaner l'être humain lui-même en personne. Ça veut dire que les citoyens... Non, on ne peut pas dédouaner, puisque à côté de ça, il y a donc le civisme des individus. C'est-à-dire qu'il y a, si on parle d'un côté de la circulation des véhicules, on va parler de l'autre côté des trottoirs et autres. Aujourd'hui, à Douala, le piéton n'a pas de trottoir. Il va aller discuter, je dis, la chaussée avec le véhicule. Les deux roues n'ont pas d'espace approprié, n'est-ce pas, pour leur circulation. Tout le monde va aller discuter le même espace, effectivement, parce qu'il y a une certaine... l'incivisme a envahi, n'est-ce pas, toutes les couches de la population et c'est largement toléré par l'autorité. Donc, tout ça entre dans les causes qui font, n'est-ce pas, de cette problématique quelque chose de très... On va entrer tout à l'heure en profondeur dans la réflexion, notamment interroger la volonté politique. Est-ce qu'il y est effectivement pour que les choses aillent mieux? Pour l'instant, on est en train de faire un diagnostic, essayer de constater ce qu'il y a comme problématique, poser les bases et puis évoluer maintenant dans la réflexion. Eros Ekwala nous a rejoint avec quelques minutes de retard. C'est pas grave. Eros Ekwala, il faut le rappeler, est spécialiste en management des projets et ingénieur du développement local, ingénierie du développement local. Il est agro-environnementaliste. Eros, bonsoir et merci de nous rejoindre aussi sur ce plateau. Hein. Bonsoir Raoul, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Alors, je ne sais pas s'il faudra prendre l'actualité des communes, c'est vous qui en avez l'habitude de nous donner, mais nous sommes déjà très avancés. Vous êtes arrivé très en retard au point où on ne peut plus couper le fil. Oui. Le fil de la réflexion où nous sommes déjà. Nous sommes en train de dégager les causes qui sont à l'origine de ces multiples bouchons. D'ailleurs, le docteur Nondo d'hier, il y a un instant, il a vécu quelque chose de terrible au Nigeria. Un bouchon d'environ 5 minutes des êtres humains. Ça veut dire que personne ne bouge pendant 5 minutes. Ça, c'est inimaginable, ça. Si on m'aurait dit cela, je n'allais pas croire. Mais puisque ça vient de vous, docteur Nondo, je crois cela comme si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'en parlait. Alors, dites-moi un peu, Eros, quelles sont les causes? Est-ce qu'on peut dégager quelque chose au-delà de ce que vient de dire Germain? Oui, il y a que... de plus en plus, on constate beaucoup de cas d'incivisme sur nos routes, notamment dans la ville du fait de parfois les conducteurs qui ne maîtrisent pas bien l'usage des infrastructures routières, notamment les centres de circulation, parce qu'on se rend quand même à l'évidence que plusieurs conducteurs à Douala, c'est comme s'ils ne sont pas passés par une auto-école. Chacun roule comme il veut, chacun utilise l'infrastructure routière qui est un bien public comme il veut. Et il y a également l'incivisme au niveau des populations qui encombrent les voies de circulation. Dieu seul sait combien les vendredis et les samedis sont souvent difficiles de circuler à Douala parce qu'il y a des deuils, il y a des cérémonies. À Douala, on barre la route pour faire la promotion de la bière. On barre la route pour inaugurer les débits de boissons. On barre la route parce que les gens doivent danser, boire et manger.
Du coup, ça rend un peu plus difficile la circulation dans la ville de Douala. Je crois que c'est un problème qui est général. Voilà. D'ailleurs, Lagos, ce n'est pas Douala. Voilà. Vous comprendrez que c'est un problème qui est général. Dans les causes également, on peut citer l'insuffisance des infrastructures. Il est clair que les grandes villes dans les pays en voie de développement, comme le Cameroun, comme Douala et Yaoundé, connaissent beaucoup de problèmes d'infrastructures routières. Il y en a très peu. Et pour ce qui existe, l'usage n'est plus, les aménagements ne sont pas adaptés aux besoins réels en termes d'usage. J'aimerais le dire tout à l'heure, il n'y a pas de pistes cyclables, il n'y a pas de banc de cyclables, donc tout le monde roule comme il peut. Vous êtes à bord de votre véhicule, vous discutez la chaussée avec la bicyclette, vous discutez avec le piéton, vous discutez avec celui qui a le porte-tout. Je pense qu'on devrait, dans la logique de l'attractivité de nos villes, faire attention à ce type d'aménagement qui contribue. Alors, docteur Ndoundou, on a tendance à penser que ces conducteurs je ne sais pas si c'est des véhicules à deux roues, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des véhicules, des engins à deux roues, sont exceptés l'affaire. Pourtant, lorsque vous regardez ça, ils ont au moins 70% de la cause des embouteillages dans vos villes, des grandes villes, notamment Douala, Cotonou et même Lagos, on a pu entendre là tout à l'heure. Mais au-delà de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, avez-vous comme impression qu'il y a une volonté politique qui fait en sorte qu'on peut tendre vers quelque chose de mieux? Oui, il faut dire ici là que le problème, n'est-ce pas, à la base, il y a un problème. La principale cause, à mon avis, c'est un problème de planification stratégique, n'est-ce pas? C'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Je vais parler vraiment très simple. Bon, vous voyez, vous dites à un moment donné, le centre de Douala est encombré, le centre de la ville vraiment étouffe. Il faut décentraliser, il faut décongestionner la ville. On décide donc d'aller faire une cité nouvelle, hein, Bonamoussadi. Bon, comme on l'a vu ailleurs, à Abuja ou Brasilia, n'est-ce pas, au Brésil, dans beaucoup de pays. Pareil, on vous parlera de Saint-Quentin, ville nouvelle, on vous parlera de Créteil à un moment donné. Donc, dans un premier temps, vous dites, nous voulons faire Bonamoussadi. Bonamoussadi, le déficit en termes de logement au centre-ville des Turcs, c'est 300 000. Nous comptons mettre 300 000 personnes à Bonamoussadi. D'accord, bon, Bonamoussadi, 300 000 personnes. Alors, première chose, comment atteindre le centre de la ville? Par où passer? Et puis maintenant, toutes les infrastructures sociales de base. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un hôpital, il faut qu'il y ait une pharmacie, il faut qu'il y ait des banques. Alors, c'est comme cela qu'on réfléchit et on construit toutes ces infrastructures d'accompagnement, n'est-ce pas, de l'évolution. Or, ici, nous réagissons a posteriori. C'est-à-dire que le plus souvent, on va voir qu'il y a une zone d'habitation comme ça. On n'a pas prévu l'électricité, on n'a pas prévu de l'eau. Les gens vont se mettre, comme on a vu à Mabanda, où tout le temps il y a des inondations, les gens s'agglutinent. Et c'est après qu'on dit, bon, la route, c'est où? Et puis aussi, dès le départ, il faut dire dès le départ, nos chaussées n'ont pas été vraiment conçues pour les routes. Parce que quand on voit un peu la configuration de nos routes, même qui desservent les villes, les différentes villes, vous voyez, c'était d'abord des pistes piétonnes. On évite les collines, on évite certains passages d'eau, donc on prend des trucs, des raccourcis, ce qui fait que nos routes sont tortueuses. Regardez Mbanga ici, là, c'est à moins de 70 km de Douala. Mais vous mettez, c'est difficile de mettre moins de 2 heures de temps, n'est-ce pas, pour partir de Douala à Mbanga. Pareil pour EDR, vous mettez facilement 2 heures de temps parce que tout ceci n'a pas été réfléchi. Donc voilà un peu, bon, à ceci, il faut joindre le problème de l'incivisme. Si on parle de problème de moto, mais vous allez à Abidjan, il n'y a pas de moto. Vous allez à Libreville, ici, il n'y a pas de moto. Vous allez à Brazzaville, à Pointe-Noire, il n'y a pas de moto. Dans beaucoup de capitales africaines, il n'y a pas de moto. J'étais à Addis Abeba, il n'y a pas de moto. Mais le problème, comme l'a dit monsieur, on n'a pas prévu, on n'a pas mis l'accent sur les transports publics. Partout au monde, c'est les transports publics qui servent vraiment de régulation à la circulation urbaine. Si vous allez voir, je prends le cas d'Abidjan, hein, pour ne pas parler du Nord, je prends le cas d'Abidjan. Vous avez d'abord la navigation fluviale. La SOTRA, la Société des transports d'Abidjan, a prévu, il y a des bateaux hein, qui font vraiment sur la lagune, hein, il y a beaucoup de trucs qu'on pouvait prévoir pareil, hein, qui partir de Bonamoussadi, tel coin de Bonanjo, Bonaberi, plus loin, hein, n'est-ce pas, sur le Vouri. Voilà, donc il y a ça. Il y a les bus également de SOTRA qui font vraiment la ligne. Bon, maintenant, les bus
ne sont pas comme des taxis. Et maintenant, il y a des taxis brousse également, qui font certaines pistes un peu dans les quartiers. Et en plus, maintenant, il y a des taxis qui sont plutôt dans le luxe, n'est-ce pas? C'est des voitures personnalisées, un peu comme Yango, hein, pour ne pas faire la publicité ici. On vous porte d'un point à un autre. Vous voyez un peu? Alors, les bus maintenant font la ligne, transportent vraiment l'essentiel dans un truc de sécurité, et les gens font la queue pour prendre les bus. Conséquence, on est moins enclin à utiliser sa voiture personnelle. Et à côté de cela également, c'est là où je parle de la responsabilité de l'État, le coefficient d'occupation des sols, hein, dans la ville a prévu vraiment des coefficients vraiment très faibles. On parle par exemple à Abidjan de 30%, ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir un parking. Dans toutes les maisons d'Abidjan, vous avez un parking pouvant contenir au moins 2-3 voitures. Si vous allez à l'équivalent de Bonanjo, hein, aux deux plateaux où sont les bancs, vous pouvez parquer 300 véhicules sans problème. Et malgré, n'est-ce pas, la forte population d'Abidjan, vous traversez la ville d'un bout à l'autre vraiment en moins de 15 minutes. Bon, le 4e pont est pratiquement fait, hein. Le pont Charles de Gaulle, Oufoué-Boigny, Conan Bédier, le 4e, bon, ça m'échappe un peu, hein, qui vient d'être, qui sera inauguré dans les prochains jours. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de facilité. Et également, au niveau même de trucs, les camions sont interdits dans la ville d'Abidjan en plein jour parce que le port de Vridi est fait à la sortie de la ville. Donc, les camions qui chargent, n'est-ce pas, au port, sortent directement, prennent la route du Nord, Boaké, le Burkina, le Mali, des trucs. Donc, n'encombrent pas la ville comme chez nous ici. Nous voyons tout le temps des grumiers avec des accidents, des camions, des trucs. Beaucoup d'accidents en ville sont liés vraiment, sous la responsabilité, n'est-ce pas, des camions, des gros engins. Oui, donc ça fait vraiment un brassage et tout ceci-là relève de la négligence ou du peu d'attention, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Voilà, très bien. Alors, Germain Djekailongot, c'est vrai que le cas d'Abidjan peut être comme un cas école qui ne semble pas être aussi effrayant que ça. Le Cameroun a bien les moyens de pouvoir faire autant. Alors, est-ce que vous relevez aussi une quelconque volonté politique qui, ma foi, est un peu bancale? Alors, effectivement, on peut, dans l'idée, dans la volonté, penser qu'il y a un engagement, une volonté politique. Je vais ici convoquer, par exemple, le programme de développement routier 2020, c'est 2020-2035. Okay. Alors, lequel prévoit quand même un investissement dans, sur le cadre routier de plus de 5 000 milliards avec plus de 9 000, près de 10 000 kilomètres à arranger, à bitumer et autres. Avec certains qui sont communales, d'autres régionales et ça, c'est ce que le plan prévoit. Ça, c'est un plan, c'est-à-dire que c'est une volonté politique. Oui. Maintenant, est-ce que dans les faits, ça s'est suivi? C'est là où le bas blesse. Est-ce que ça a même déjà commencé? Vous avez dit 2020-2035. Nous sommes en 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, on a l'impression que quelque chose a changé? Je suis tenté de répondre par la négative. Parce qu'il est prévu, justement, comme le disait le docteur tout à l'heure, des voies de contournement pour ne pas encombrer, n'est-ce pas, le centre-ville. Des voies de contournement sont prévues dans ce plan. Mais jusqu'aujourd'hui, même les voies existantes qui demandent simplement à être réparées, vraiment tardent à l'être fait. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. On est coincé, je ne sais pas trop. Donc, parler de la volonté politique, sur le plan des papiers, on a l'impression qu'elle est là. Mais sur le plan de la pratique, on est déçu de constater que ça ne suit pas. On vit toujours le même calvaire. On vit toujours le même calvaire. Quelles sont donc les conséquences qui en ressortent, Eros? Les conséquences du fait de la difficulté des populations et de leurs biens à se mouvoir sont, de mon point de vue, très accrues du point de vue économique. Je vais toujours prendre l'exemple de la capitale économique du Cameroun, Douala, qui a un port, qui a un aéroport, qui a l'un des plus grands marchés de vivres frais de la sous-région, qui a l'un des marchés de gros le plus important de la sous-région Afrique centrale.
Voyez-vous, lorsque la circulation vient à être coincée pour 15 minutes, c'est toute une économie sous-régionale qui est en péril. Vous allez vous rendre compte qu'à Douala, les gens sont beaucoup dans la débrouillardise, le petit commerce. Ça fait que lorsqu'il y a les difficultés à se déplacer, toute l'économie semble être bloquée. Vous allez vous rendre compte que les commerçants crient aux abois. Ceux qui avaient prévu aller faire les achats ne peuvent pas faire les achats à temps. Ceux qui travaillent ne peuvent pas arriver au travail à l'heure. Ils ne peuvent pas rentrer à temps pour vaquer à d'autres occupations. Les élèves ne peuvent pas arriver à l'école à temps. Du coup, c'est toute la ville qui semble être paralysée et tous les secteurs de la vie sociale semblent être impactés par la difficulté à se mouvoir. Je crois qu'il faut encore accorder beaucoup d'attention à ce genre de problématiques, notamment pour des villes en développement, comme le docteur disait tout à l'heure, qu'il faille peut-être créer d'autres villes annexes aux villes principales, comme Douala. Ce sont des solutions. On va y arriver. N'allez pas vite. Restez encore dans le problème. On a encore du diagnostic à faire. On va arriver dans les solutions. Vous allez créer vos villes dans nos solutions pour l'instant. Mais peut-être avant de continuer, on va faire un saut qualitatif du côté du Cameroun maintenant. Et là-bas, nous allons suivre un peu ce phénomène de mototaxi que beaucoup ont tendance à ignorer. Il y a au moins 100 000 mototaxis dans la ville de Douala. Voilà, en fait, je vous donne des chiffres très très légers, mais il y en a au moins, ça c'est au moins, dans la ville de Douala. Et regardez la circulation du matin entre 7h et 9h. Vous aurez peur lorsque vous voyez ces gens-là arriver. Vous allez vous demander, est-ce que vous êtes dans une ville normale avec tout ce que nous voyons? Je vous suggère de suivre ce reportage et nous revenons. Appelés localement Benskin, les mototaxis sont un moyen de transport très populaire au Cameroun et surtout à Douala. Le taux de chômage ayant pris des proportions alarmantes et l'échec de la mise en place des politiques d'insertion professionnelle des jeunes ont poussé beaucoup d'entre eux à se reconvertir en conducteurs de mototaxi. Donc je fais la moto maintenant aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir une petite chose pour mieux vivre, donc pour avoir un peu quelque chose à manger, quoi. Oui, et garder quelque chose en cas. Et comme le travaux, tu pars dans un chantier, tu demandes le travail. Les messieurs te disent qu'il n'y a pas de travail. Ça aide beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, qui sont assez actifs dans la vie. Donc, dans ce sens, la moto a contribué à aider beaucoup de jeunes et diminuer le taux de chômage au Cameroun. Diplômés, analphabètes, illettrés, gamins, parents, sans emploi, retraités, malfrats, toutes les catégories sociales se retrouvent dans cette activité. Ils opèrent désormais en toute égalité car les acteurs du secteur se constituent en syndicats. La majorité des conducteurs n'ayant aucune formation, il n'est pas rare de croiser des mototaxis doublant par la droite ou prenant à contresens les ronds-points, voire les bretelles de voie express. Je vois des gestes que mes confrères, je veux dire mes confrères, mes collègues font en route chaque jour. Vraiment, franchement, il faudrait que le gouvernement essaie de mettre la main dans ce secteur pour essayer de sensibiliser plus ces benskinneurs, ces jeunes qui ont dans la moto. Aujourd'hui, ils représentent une menace pour le régime car ils sont les laissés pour compte du système. Aucun conducteur de mototaxi ne s'était a priori destiné à cette activité. Ces Camerounais s'y sont lancés car ils n'avaient pas d'autre issue pour s'en sortir. Les autorités ont saisi l'enjeu, mais appliquent une tolérance qui malheureusement n'est pas pour améliorer la situation. Il en résulte un incivisme notoire et des comportements routiers extrêmement dangereux. Alors, peut-être une réaction, docteur Noudou? Oui, vraiment, je loue la pertinence, n'est-ce pas, de ce reportage-là qui touche vraiment du doigt, n'est-ce pas, les difficultés.
Bon, mais le petit manque ici, là, c'est un peu... On a parlé d'incivisme, bon, mais qui se manifeste à plusieurs niveaux. La plupart de ces motos-là également sont le fruit de vols et de trafic divers. Et ça, on n'en parle pas assez. Il y a également de nombreux morts des suites de collisions, du fait de l'inexpérience. Et puis, il n'y a aucune assurance, aucune traçabilité. Vous avez vu le soir, dans la ville, on arrache votre portefeuille, on arrache votre truc. Et parce qu'il n'y a pas de numéro, impossible de suivre. Alors, vous allez ici à Djamena à côté, vous allez voir, les motos existent également, font à peu près la même chose, c'est les mêmes griefs, mais vous ne pouvez pas voir une moto à Djamena qui ne soit pas immatriculée. Vous voyez un peu. Et ici au Cameroun, ça a été considéré comme une activité économique, malheureusement, et l'État aurait dû faire l'effort de cantonner, d'insister sur la conduite, voire la conduite défensive, compte tenu de la dangerosité de cette activité. Et vous voyez, tous les jours, il y a des gens qui perdent un bras, un pied. Moi aussi, ma mère est morte, n'est-ce pas, à la suite d'une collision de ces motos-là. Et vous voyez des jeunes de 13 ans, des jeunes drogués, et beaucoup également de marginaux, y compris des gens qui viennent de l'étranger. On ne sait pas un peu quels sont leurs statuts. Donc, c'est une sorte de foutoir vraiment. Donc, l'État a intérêt vraiment à regarder avec une loupe, parce que les lendemains ne sont guère radieux avec des activités de ce type. Une activité qui est une véritable entorse pour la circulation publique et davantage aussi ces agents des mairies, notamment avec ce qu'ils ont appelé là, occupation temporaire de la voie publique. Vous voyez comment les gens s'installent le long des trottoirs, parce qu'on dit on a donné 200 francs, ça veut dire que ça nous donne l'autorisation de rester là. Voilà autant de choses qu'on peut citer, j'aime. Effectivement, docteur Ndou a bien fait de le signaler tout à l'heure qu'à Abidjan, lorsqu'un camion, par exemple, sort, je ne sais pas moi, d'un port avec ça, il prend la route, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de traverser le centre-ville. Les routes qui sont assignées à c'est-à-dire qu'il y a déjà l'interdiction de circuler au centre-ville qui est respectée. Au Cameroun, il y a la même chose, la même interdiction existe, mais ce n'est pas respecté. Et tout le monde regarde. Finalement, qui doit sévir? Maintenant, il manque de voies de communication. Le peu d'espace, les collectivités territoriales et autres s'accrochent sur une source de financement qui est véritablement un problème. L'OTVP, c'est un problème. Parce qu'ils tolèrent, ils encouragent même, n'est-ce pas, l'occupation des espaces publics qui sont destinés à la circulation pour que l'on pose, je ne sais pas moi, de la marchandise et tout. Donc, c'était un véritable problème. Ça veut dire quoi? Le problème de l'incivisme lié à ce qu'on appelle toujours la tolérance administrative, la frilosité de l'État par rapport à sa capacité, n'est-ce pas, à imposer, je ne sais pas moi, un règlement, parce que toujours on va dire l'ordre public et autres, ça dit que l'État est frileux à ce niveau. Dès que une autorité locale ou, je ne sais pas moi, veut prendre des mesures un peu radicales, rapidement il va être rappelé à l'ordre pour que vraiment préserver l'ordre public et autres. C'est-à-dire c'est une frilosité qui, ma foi, accentue dangereusement le problème. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on n'a pas de trottoir, on marche dans tous les sens, on tourne dans tous les carrefours. Vous allez voir même des véhicules qui traversent des terre-pleins, n'est-ce pas, pour tourner. Traverser des terre-pleins. Ce qui est inadmissible dans le code de la route. C'est-à-dire qu'un véhicule, un monsieur vient là, une grosse voiture, et puis il monte sur le terre-plein pour traverser la route. On ne connaît pas ce qu'on appelle les passages piétonniers. C'est-à-dire que c'est tant pis pour vous si vous engagez. Le gars, le feu, même le feu, c'est à peine si certains connaissent ce que c'est. Donc, l'État ou l'autorité en général, même l'autorité locale, a emboîté le pas à l'État, n'est-ce pas, pour simplement aggraver le problème. Soi-disant pour tirer quelques dividendes qui, en réalité, ne peuvent pas faciliter, n'est-ce pas, le développement normal d'une ville, n'est-ce pas, comme on peut en trouver ailleurs. Alors, Eros, parlons-en un peu de façon globale. Quel est le regard qu'un citoyen peut afficher à voir toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'on peut se dire
véritablement, est-ce un état d'abandon? Est-ce une incapacité à créer, à être créatif, à créer des choses de manière à désengager un peu la situation? Est-ce un lacisme qui semble prendre pratiquement tout un peuple? Est-ce l'incivisme des populations qui véritablement se fait remarquer à travers des actions qui sont d'ailleurs menées au quotidien? Même la corruption qui s'y mêle d'ailleurs. Et on peut se demander donc, des pays africains sont peut-être mal partis dans ce domaine. C'est tous ces éléments mis ensemble, tout ce que vous avez cité. C'est tout cela mis ensemble qui caractérise un peu le phénomène que nous décrions aujourd'hui, qui fait l'objet de ce débat. J'ai même parlé d'un fait important tout à l'heure. Vous allez voir, pour le cas du Cameroun, Douala, la communauté urbaine met les banderoles qui appellent les commerçants, les populations à libérer les trottoirs. Et les mairies d'arrondissement prélèvent l'OTVP sur les mêmes espaces. D'abord, c'est une cacophonie administrative qui montre à suffire que nous sommes dans un système où chacun essaie de faire comme il peut, de se débrouiller, même si l'image de la ville, l'image du pays est un peu noircie. Douala, les villes comme Douala et Yaoundé sont les vitrines du Cameroun. On devrait, en réalité, le docteur parlait tout à l'heure de planification. Vous voyez les travaux qui sont faits, ils sont salutaires. Mais à quel moment ces travaux sont faits? À quel moment de la journée? C'est souvent très tôt le matin, quand les citoyens sortent de leur maison pour aller au travail, à leurs occupations. C'est en après-midi. Et c'est sous la pluie. Parfois, on finit de mettre du gravier et du béton. La pluie lave dans la nuit. C'est un problème également de planification et de programmation. On a la chance quand même qu'il y a une saison sèche au Cameroun et qui est assez conséquente du point de vue de la durée. On devrait mieux planifier, mieux programmer ce genre d'activité. Pour préserver ce qu'ils appellent l'ordre public, donc la facilité, la mobilité urbaine, pour ne pas créer assez de lenteur sur l'évolution, le déroulement des activités économiques des populations. Maintenant, lorsque tout cela est mis ensemble, ça fait un désordre fou, ça fait de la cacophonie, ça donne l'impression qu'on n'est pas dans un système où des gens s'asseyent, se parlent, programment des activités, planifient des actions et les mettent en plan. Alors on a l'impression que les gens se réveillent tout d'un coup, décident de mener des activités, quitte à ce que cela va perturber la mobilité des citoyens. Au niveau de Douala, il n'y a que ces travaux et des autres activités d'aménagement sont aujourd'hui avérées inefficaces. Ils ne répondent pas aux besoins réels des populations. Je crois que vous parlez des solutions, peut-être qu'on va y arriver tout à l'heure. Alors, le maire de la ville demande aux populations de ne pas jeter les ordures ménagères dans les drains. Et d'ailleurs, il y en a, avec cette saison de pluie, il y en a qui versent totalement dans les rigoles. Hein. Les ordures ménagères. On attend une pluie, là, et puis on envoie ça dans les rigoles. Ça a des conséquences terribles. Alors, mais sauf que le maire de la ville de Douala qui demande aux populations de ne pas verser les ordures dans les drains, c'est une très bonne chose, c'est d'ailleurs un très bon conseil. Mais nous allons demander au maire, les populations vont mettre ces ordures où? Ça, c'est une question fondamentale. Il n'y a pas de bac à ordures à Douala. Et quelques quartiers en ont. Mais sur combien? Donc, et du coup, c'est la voie publique qui est devenue maintenant comme cette espèce d'échange. Voilà, cette espèce d'échange des bacs à ordures, on les voit maintenant. Vous traversez des routes, vous marchez sur des ordures ménagères. Allez voir ces grands marchés, vous qui êtes à Bonamoussani, ceux qui longent par exemple le marché Makepe-Moussoké. Lorsque vous allez à Makepe-Moussoké, il n'y a plus de la route passée, effectivement. Les ordures en ont pris. Prenez l'axe de l'école publique. Vous avez si bien mentionné cela, docteur Nono, école publique, Liwat, hôtel. Vous allez voir comment les ordures menacent déjà la rue. Ça pose un problème. Vous souhaiterez réagir tout à l'heure? Oui, juste pour ajouter un peu de l'eau au moulin de Eros, c'est-à-dire que, et comme on l'a dit, certaines infrastructures sont même prévues. C'est-à-dire quand vous prenez les nouvelles villes ou nouveaux quartiers, comme on les appelle à Douala, Bonamoussadi et autres, vous allez voir que les tracés initiaux ont été suffisamment larges, ont été prévus, vraiment suffisamment grands pour pouvoir faciliter
la circulation. Mais qu'est-ce qu'on constate? Au moment de renouveler ou de faire des routes, c'est-à-dire qu'on met un petit truc au milieu là, et les côtés, les autres parties qui devaient être réservées, n'est-ce pas, à aménager des voies de circulation pour les autres modes de transport sont devenus des terrains privés. C'est-à-dire que hier, vous aviez un boulevard, aujourd'hui, vous venez vous trouver une petite route là, et des deux côtés, les gens, ils ont barricadé, ils ont mis des barrières, ils ont installé des conteneurs, ils ont mis tout. C'est-à-dire que ces terrains-là ont muté, ils sont devenus des espaces privés. Tout à fait. Donc, ça, et comme tu parlais des ordures, c'est-à-dire le simple fait de verser les ordures dans les rigoles, à un moment donné, c'est bouché partout. L'eau qui devait circuler va monter sur le goudron et l'eau ne font pas bon ménage. C'est d'ailleurs pourquoi il faut s'étonner, il faut se demander pour quelle efficacité, lorsqu'on voit qu'en pleine pluie, on est en train de bitumer des routes de gauche à droite. Eros parlait tantôt d'une période favorable, la saison sèche, où on ne voit rien. Et c'est sous la pluie. Maintenant, à Douala, vous allez sur la rue de Mounam, ça dit, sous la pluie, vous allez voir qu'on est en train le résultat, c'est que ce n'est que pour quelques mois. D'ici la prochaine saison, ça sera parti parce que l'eau et le goudron ne font pas bon ménage. Très bien. Alors, docteur Noundou, ces trous, franchement, personne ne voit l'impact. Pourtant, ces trous ont un impact terrible. Les trous que nous rencontrons dans des chaussées, vous avez ces trous et ceux qui font des garages, ces garages de motos, là, ceux qui stationnent un peu partout. C'est aussi un problème, ça. Et ça, ces aspects-là réduisent de façon substantielle, quand même, la chaussée. Mais cela semble échapper à l'œil de tout le monde. On fait comme si c'était l'affaire des autres. Oui, je voudrais dire ici, là, n'est-ce pas, pour embrayer sur ce que disait M. Eros, là, qu'il y a problème. Bon, on parlait tout à l'heure de cacophonie, n'est-ce pas, au niveau des autorités. Je voudrais prendre un exemple concret. Vous avez vu l'échangeur de Bonabéry. Bon, l'échangeur de Bonabéry a amené à enlever ces sculptures, n'est-ce pas, sculptures caractéristiques de la ville de Douala, qui avaient été posées quelques mois plus tôt. Oui, un peu là. Donc, on pose vraiment ces monuments-là qui ont coûté des sommes la beauté considérables. De la ville. Quelques mois plus tard, on a obligé d'enlever parce que les gens de la mairie ne savaient pas qu'il y avait un projet de truc. Finalement, on parlait de 30 ou 50 millions pour le déménagement. Je crois 21 millions. Allez, pardon 21 millions. À 21 millions pour poser. Juste pour le déménagement. Ou bon, maintenant, peut-être que c'est un peu plus discret. Vous voyez un peu là. Donc, et même en termes de communication dont on parlait, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous descendez un peu vers l'eau, vous allez voir, oui, la commune a fait beaucoup de trucs sur les drains. Mais quand vous voyez ces trucs-là en hauteur, semble destiné plutôt aux automobilistes. Alors que pour ce problème des drains-là, il fallait une approche vraiment personnalisée, aller vers les populations, n'est-ce pas, tout le long, poser des filets, leur dire attention, ces ordures que vous versez là ressortent 3-4 mètres plus loin et constituent vraiment une nuisance pour, non seulement pour vous, pour le drain, pour la ville et pour tout le monde. Donc, il y a un problème à faire, un problème ici là, de communication. Et j'ai parfois porté l'attention sur une communication de masse. Ce n'est pas par une simple affiche. À côté de ce problème de communication, docteur Noundou, il faut que ces gens-là agissent. Où sont les ordures? Où sont les bacs à ordures? Moi, je me pose cette question. Vous n'allez pas garder vos ordures à la maison pendant des semaines durant. Et ici également, on a affaire, n'est-ce pas, des zones des populations qui n'ont pas de gros moyens, hein, y compris les populations moyennes. Aux États-Unis, vous voyez les gens faire 40 km, 60 km pour aller jeter les sacs à ordures. Mais là-bas, le carburant coûte moins cher, le niveau de vie, vraiment, l'impact est presque nul. Ici, si on vous demande de porter vos sacs d'aqua pour aller jeter à Bonamou-Sadé ou vice-versa, vous voyez, ça a un impact extraordinaire à cause de l'absence de route, d'études, tout ça. Et puis, on parlait des routes tout à l'heure. Vous voyez, on vient d'inaugurer l'autoroute, va déjà après Boaké. Dans un premier temps, c'était Abidjan, Yamoussoukro. Et maintenant, l'autoroute va de Yamoussoukro et a déjà dépassé Boaké. Et c'est un processus continu qui va arriver jusqu'au Burkina. Vous voyez, si vous allez ici au Congo, vous partez de Pointe-Noire pour Brazzaville, ça fait plus de 600 km. La route fait au moins 15 mètres de large. Vous faites 200 km pour arriver à Dolisie. Vous êtes à Dolisie en 2 heures de temps parce que la route est belle. Vous faites également Brazzaville-Ouesso. Vous voyez, la route est vraiment dégagée. Hein. Vous voyez des routes, même si ce n'est pas des routes parce qu'on n'a pas prévu les 2 voies, mais la route fait plus de 15 mètres de large. Et c'est extraordinaire. Donc, du côté nigérien également, c'est pareil. Donc, il y a là vraiment une sorte de frilosité.
Et le fait que même cette tentative d'autoroute que nous attendons depuis maintenant bientôt 30 ans, n'est-ce pas? On dit qu'on a fait moins de 60 km en 10 ans et avec un coût extraordinaire. L'autoroute même qui devait aller de la ville vers l'aéroport de Simalène a posé tellement de problèmes. Donc moi je pense que là il y a un problème vraiment de responsabilité politique. C'est un problème des politiques publiques qui sont mal élaborées. Et je voudrais ici évoquer également le problème de l'Ars Yaoundé-Douala qu'on appelait Ars lourd. Quand on a fait ces routes-là, on a mis des tonnelets, n'est-ce pas, en acier en fer. On sait bien que nous sommes en une zone tropicale où il y a une oxydation du fait des variations de température et de l'humidité. On savait que ces trucs-là, quand ça s'oxyde, ça se casse. Et dès qu'il y a eu le premier pont cassé, on devait comprendre que les autres devaient suivre. Il a fallu attendre. Et aussi, n'est-ce pas, ces gros poteaux venus d'Italie pour le stade, on n'avait pas prévu des charges aussi. Bon, et je voudrais citer le dernier exemple, le pont de Marois. Quand le pont de Marois casse après 6 mois, les journalistes qui sont venus, j'ai vu le reportage, on parlait de fer à béton de 6, de 8, n'est-ce pas, sur un pont qui traverse la ville, qui sert de lien entre le sud et le nord de la ville, dont la route pour Mora, Kousseri, Djamila, et des fers de 6. Et quand ce pont casse après 6 mois, je n'ai jamais entendu parler de la garantie. C'est le pont vert. Vous parlez du pont vert, hein, à Marois. Du pont de Marois, qui est cassé. On appelle ça pont vert. Personne n'a parlé de la responsabilité décennale du constructeur, ni du concepteur. Les ministres sont partis, les autorités sont déployées. On a dit oui, il faut rapidement trouver des mesures palliatives pour construire notre pont. Mais on ne s'est pas posé la question. Pourquoi? Je dis les fers, c'était des fers de 6. Donc il y a là également vraiment ce mariage incestueux entre la tricherie des acteurs, entre les travaux publics et la vénalité et également les délits d'initiés de toutes sortes. On va réfléchir maintenant sur les solutions. Sur les solutions, je crois. Et là, je commence par vous. Vous évoquez là ces solutions. Est-ce qu'on peut avoir un parc de solutions? Comment faire pour désengorger cette situation, même si elle ne peut pas entièrement être enrayée, parce que les populations gonflent au quotidien. Douala, c'est plus de 5 millions d'habitants quand même, ce n'est pas la seule ville. Abidjan, dont on évoquait tout à l'heure, effectivement, va dans le même sens. Donc on peut se dire, Ibadan au Nigeria, c'est près de 14 millions d'habitants, une seule ville. Donc, alors, Eros, on peut peut-être désengorger les choses de manière à ne plus retrouver ces embouteillages que nous voyons, ou alors cette difficile circulation dans nos villes urbaines. Naturellement, je pense que la première action à mener, c'est de punir les citoyens indélicats. Il faudrait qu'on dise aux Camerounais qu'il y a des attitudes et les habitudes à ne pas développer et à ne pas afficher lorsqu'on est dans une ville. Il y a une manière de vivre en ville. Il faudrait respecter le bien public et la route est un bien commun. On ne doit pas l'occuper comme on veut, on ne doit pas rouler dans tous les sens. Parfois, on perçoit même le panneau de circulation qui interdit de tourner, mais l'usager tourne quand même, il fait l'effort de tourner et c'est lui qui insulte les autres. Donc il faut punir. Après avoir puni, maintenant il faut qu'on développe des moyens de transport alternatifs. Monsieur Nono parlait tout à l'heure du transport fluvial. On a la chance qu'on a un fleuve qui va de Bonanjo, j'allais dire de Manoka jusqu'à Douala 5e. Donc on peut développer le moyen de transport maritime en mettant les quais de transport dans presque chaque arrondissement, dans chaque commune. On peut mettre un quai de transport à Bonabiri, on peut mettre un quai de transport à Bonanjo jusqu'à Bonamoussadi en passant par Aquanon. On peut le faire, ça ne coûte pas grand-chose, juste quelques aménagements et quelques moyens de sécurité par rapport aux engins que les gens vont emprunter. On a la chance quand même qu'on a la culture de l'eau, donc ça passe aussi plus facilement. Une autre alternative, c'est de développer le secteur du transport en commun. Le transport en commun qui voudrait à ce qu'il y ait quand même des véhicules et il y a une forte capacité de transport qui peut porter 70 personnes, de telle sorte que les gens peuvent partir de Bonamoussadi pour Bonanjo dans un véhicule et les gens se trouveront donc dans l'obligation parfois de garer les véhicules à la maison. On peut également mettre sur pied un système de circulation programmée. Je crois qu'il y a un préfet qui avait interdit la circulation des camions et des conteneurs dans la ville de Douala entre 6h et 18h. On peut le faire parce que
aujourd'hui, ce trop plein d'embouteillages et de mobilité des engins qui circulent, qui vont dans tous les sens, a même un impact sur la pollution urbaine. Plus les engins passent du temps à ronfler sur le même espace, ça dégage beaucoup de monoxyde de carbone et vous allez vous rendre compte que à ces points d'embouteillage, là, vous avez la sensation de plus de chaleur justement parce que l'atmosphère se surchauffe. Donc, on peut mettre sur pied toutes ces mesures alternatives qui, de mon point de vue, ne vont pas contribuer peut-être à éradiquer ou à résoudre complètement le problème. Au moins, ça peut nous aider à atténuer l'impact du problème sur la vie des populations et sur l'économie nationale. Tout à fait. Germain, on est dans la phase des propositions. On sort comment en une situation pareille? Alors, comme il a dit, il faut déjà commencer par respecter ce qu'on a nous-mêmes mis en place comme restriction. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut arrêter, n'est-ce pas, cette connivence, cette tricherie des acteurs. C'est-à-dire qu'on doit faire une route et l'opérateur qui est en charge de faire la route réduit non seulement les quantités, mais aussi dégrade la qualité. Et le contrôleur accepte. Il approuve. Il approuve. C'est-à-dire qu'il y a connivence, il y a tricherie généralisée. Donc il faut arrêter ça. Il faut aller vers les, comme il a dit tout à l'heure, les voies de substitution, comme on a dit, comme il a parlé de la voie fluviale. Déjà, au moment où on construisait les drains, le drain ailleurs, les drains qui sont sur des cours d'eau comme le Kondji et autres, pouvaient constituer, c'est-à-dire qu'ils devaient être conçus suffisamment grands, pouvaient constituer des éléments de transport, c'est-à-dire que de transport fluvial, c'est-à-dire conçus suffisamment grands pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre la circulation. On a vu qu'aujourd'hui, il y a quand même des petites pistes tout autour pour permettre de circuler, mais ces drains, en tant que tels, au niveau des cours d'eau, et pas partout, au niveau des cours d'eau, parce qu'il y en a, auraient pu constituer des possibilités, n'est-ce pas, de voies. Maintenant, il y a, par exemple, d'autres modes de transport comme les tramways et autres, mais on n'a pas l'impression qu'on va sortir de l'auberge. On va construire ça où? S'il faut le faire, il va falloir tout arrêter, tout casser, tout recommencer. Quand on fait une voie suffisamment large, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'on fait la maintenance d'un côté, l'autre peut servir de circulation et cela ne dérange pas particulièrement la mobilité urbaine. Mais aujourd'hui, on constate que dès qu'il faut réparer un trou, tout est barré et puis tout le monde est calé. Et on va vers les voies de contournement, c'est les bouchons partout. Donc, il faut rétablir, n'est-ce pas, les routes dans leur dimension d'origine. Il faut libérer les trottoirs, libérer les espaces occupés par les riverains et construire des routes à la dimension de ce qui était prévu. Maintenant, on peut aussi ajouter un élément important qui en rajoute aux besoins de mobilité urbaine. C'est-à-dire que la dématérialisation d'un certain nombre de services. Vous voyez, pour aller, il fut un temps, vous avez vu comment, quand on a ramené, n'est-ce pas, la signature d'un document, je ne sais plus lequel, l'attestation de présentation de l'original au niveau des sous-préfectures, on a vu un peu ce que ça a amené, parce que avant tout le monde allait à Bounanjo, et vous pouviez arriver là-bas un matin et trouver 20 000 jeunes qui ont sûrement emprunté des moyens de transport pour aller tous à Bounanjo. Donc il y a un certain nombre de services qu'on peut dématérialiser de façon... Oui, non seulement décentraliser, mais aussi dématérialiser. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de quitter le chez vous pour obtenir un service. Il y a des services pleins comme ça qu'on peut répertorier et les dématérialiser. Vous pouvez l'obtenir à partir de chez vous. Sur le numérique, quoi. Donc voilà autant d'éléments qu'on peut, n'est-ce pas... Pour réduire la mobilité des populations. Docteur Noundou, les solutions, nous y sommes. Oui, j'embraye un peu, n'est-ce pas, sur ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs pour dire, pour moi, le plus important, c'est d'améliorer le transport public. Par exemple, dans les grandes villes, Douala, Yaoundé sont des seules villes, j'allais dire, d'Afrique subsaharienne où il n'y a pas vraiment un bon truc, un bon mode de transport public. Bon, comment est-ce qu'on a fait, par exemple, au Niger?
Au Niger, l'État dit, bon, il y avait une dégradation, l'État dit, bon, pendant 6 mois, tous les véhicules ayant plus de 25 places destinés au transport public des personnes pendant moins 5 ans seront importés en déduction de taxes, 0 taxe. Et il y a eu tellement d'importations qu'à un moment donné, l'État était obligé de freiner. Et ces véhicules-là, Bernard, transport urbain. Et comme disait également monsieur, on peut prévoir même des pistes ou des priorités. Par exemple, pour les cas de transport urbain. Vous voyez, à Paris, il y a certains endroits où les circulations, on prévoit des pistes, n'est-ce pas, pour ces véhicules qui permettent d'aller vite. Et si le transport est sécurisé, également, on peut même prévoir des impôts, n'est-ce pas, pour pénaliser les véhicules personnels. Dans Londres, par exemple, si vous n'êtes pas un habitant de Londres, vous entrez dans Londres avec votre véhicule, vous devez payer 10 pounds par jour. Conséquence, la plupart des gens qui arrivent dans Londres laissent leur véhicule dans les banlieues et prennent le métro, le train. On a parlé de tramway il y a quelques années. Le maire de la ville en a parlé. Il disait qu'en 2018 ou 2020, je ne sais plus, on devait avoir des tramways à Douala. Ce sont des modes vraiment alternatifs. Prenons, quand j'étais plus jeune, il y avait le transport par train. Le train partait de Bonabéry, portait des gens, laissait certains aux Biches, après Neubel, Daïdo, Kilomètre Saint, Bassa. Et ce train peut transporter 1000, 2000 personnes vraiment sans problème. Vous voyez un peu là, ça décongestionnait vraiment la circulation des trucs. D'autre part, on a parlé du désordre urbain. Je prends un cas qui fait école ici, tout le monde sait. Tous les soirs vers le Watt, il y a un endroit vraiment de gravitation, une compagnie de bus. C'est à partir de 18h quand les gens rentrent, bon, que les bus se mettent à tourner. Et parfois, ça peut occasionner 1 heure, 2 heures de ralentissement. Et de surcroît, sur une montagne avec toutes les conséquences sur les disques d'embrayage et tout. Voilà des choses et tout le monde regarde. Et la plupart des stationnements, des stations de gros porteurs sont dans la ville. On ne prend pas en compte l'impact environnemental. Et je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'un cas, je ne vais pas citer ici. On a fait un truc de dépôt de boissons à côté d'une école sur un rond-point, sur un sens giratoire. Conséquence, ces véhicules-là contournent passent par le terre-plein pour aller s'approvisionner. Et facteur d'accidents multiples tout le temps. Et c'est vraiment à quelques mètres de visu du maire. Mais vous savez, il y a comme une sorte de... C'est là où je parlais de mariage incestueux parfois entre les autorités et les acteurs économiques. Donc voilà, il y a des choses très simples, n'est-ce pas? Favoriser vraiment le transport en public, le transport public. Peut-être même pénaliser les transports individuels. Et je suis sûr que si les transports publics sont très bien aménagés, j'ai vécu l'expérience ici dans les années 86-87. À l'époque, nous, on partait de Bonamou-Sadi pour Bonanjo. Il y avait une ligne de bus qui partait de Bonamou-Sadi à Bonanjo, qui ne coûtait rien. Et tous, même les directeurs, ils avaient arrangé en sorte que le nombre de places assises était... Il y avait ce nombre de bus. Et tout le monde vraiment empruntait ces bus-là. Et bon, c'était économique et puis déstressant par rapport à la longue journée de temps. Alors, des mesures, il y a quand même un organe qui, en principe, devrait s'intéresser davantage aux problèmes des collectivités territoriales décentralisées. On dit d'ailleurs que son action est de contrôler, en plus du gouvernement, mais de venir en soutien à ces collectivités territoriales décentralisées. C'est bel et bien le Sénat. Est-ce que le Sénat peut se pencher sur ce problème de manière à apporter une solution réelle et palpable? C'est une question que je voudrais d'ailleurs que chacun de vous réponde. Mais avant, nous allons écouter un sénateur de la République, qui lui donne peut-être l'action qu'il pourra mener, puisqu'il entre effectivement dans ces Sénats comme étant un sénateur titulaire. Il a d'ailleurs été suppléant. Aujourd'hui, il est titulaire. Célestin Ketchanga est nommé. Je vous suggère de suivre cet élément. Nous revenons avec, pour y aller vers la fin. Ça me réconforte un peu, ça renforce ma vie sociale que j'ai toujours menée auprès des collectivités décentralisées. Je dis qu'aujourd'hui, au moins, pour moi, c'est une valeur ajoutée dans tout ce que je fais dans le social. Parce que je serais capable aujourd'hui d'aller au Sénat défendre les besoins des collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes, ma région
défendre ma région, amener ma région à ce qu'elle puisse rayonner davantage, mieux que le passé. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter les besoins de toutes ces collectivités décentralisées et les transmettre et veiller à ce que la mise en œuvre, que ce soit sur tout sur le plan économique, social, culturel, santé, nous, avec mes collègues de la même région que moi, nous devions être soudés. Ça veut dire que pour défendre au point d'amener ces collectivités territoriales décentralisées à nous faire confiance. Faire confiance parce que nous devions travailler la main dans la main. Alors, docteur Noundou, vous qui êtes le biographe du sénateur Kichanga, avez-vous la conviction qu'il peut apporter un plus à ce Sénat, quand on sait quand même qu'on a aussi des ténors là-bas? Mais tout semble aller dans ce sens où, lorsqu'on est déjà là-bas, on dit les consignes du parti, on suit les consignes du parti, et puis vous ne pouvez pas lever la tête. Le sénateur promet qu'il va avoir une oreille attentive. Avez-vous l'impression qu'il a la niaque de pouvoir le faire? Il faut dire qu'au Sénat, aujourd'hui, on voit quand même des grosses têtes. Hein. Ce sont des opérateurs économiques, ce sont des gens vraiment rompus dans l'administration qui ne seront pas des bénis oui, à mon avis. Et d'autre part, ces fortes personnalités-là, vous voyez, Honorable Kichanga parle avec beaucoup de retenue, avec beaucoup d'emphase. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme vous l'avez si bien dit, il y a la discipline du parti. Et puis, d'autre part, nous, c'est un régime présidentialiste, hein, un régime présidentiel, si on veut, dont l'initiative des lois vraiment émane du gouvernement. Bon, maintenant, les sénateurs feront... le RDPC a une majorité obèse. Donc, ces sénateurs-là ont la latitude, n'est-ce pas, d'influencer, d'influer, de peser pour que le gouvernement lâche du lest. Et les actes isolés, individuels, tels que le sénateur l'a toujours fait, est-ce que de ce cas-là maintenant, on pourra dire que ces actes viendront aussi de façon libérale? Mais bien sûr, ces actes-là contribueront vraiment à améliorer la condition de vie des populations. Regardez un peu au Sénat aujourd'hui, vous voyez des gens comme les Gouchingué, hein, de Congé-Camp. Honorable dernièrement a fait une réunion au cours de laquelle il a prévu 34 forages d'eau. Hein, à ce jour, à Douala 3e, il en a fait plus d'une cinquantaine. 34 forages d'eau, c'est énorme, n'est-ce pas, pour les populations. C'est rien, mais ce n'est pas ces petites touches-là qu'on arrive vraiment à implémenter le changement. Et si sont 3, 4, que chacun donne 3, 4 forages, je crois qu'à la fin de la mandature, on ressentira un changement. Alors, le Sénat, Jamin, avez-vous l'impression que le Sénat peut faire quelque chose, notamment sur la situation qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire désengorger les routes, rendre la circulation plus fluide dans nos grandes villes, c'est-à-dire mettre véritablement en place un plan d'urbanisation de manière à ce que les routes soient libérées? L'honorable l'a dit lui-même, ils s'organisent pour défendre leur réunion, pour aller arracher des projets, mais il a bien précisé la mise en œuvre. Le suivi de la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous pouvez aller obtenir des financements que vous voulez, si ça n'a pas servi à mettre en œuvre de façon efficace et pourquoi pas efficiente le projet pour lequel ces moyens-là ont été conquis, et ça ne sait absolument rien. Alors le Sénat dans sa forme actuelle, est-ce que vous voyez ce Sénat capable d'y aller? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'aîné a parlé tout à l'heure de la discipline de parti. Jusqu'aujourd'hui, il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire que les élus doivent, dès que vous êtes élu, quitter, n'est-ce pas, la peau du parti pour devenir la peau
pour entrer dans la veste, n'est-ce pas, du représentant des populations. Parce qu'en réalité, votre activité doit pouvoir bénéficier... Sauf qu'on a tendance à les tenir en disant la discipline du parti. Effectivement, donc, c'est à ce niveau que les pouvoirs publics, n'est-ce pas, je veux dire, la volonté politique doit, n'est-ce pas, lâcher du lest. C'est-à-dire que aller dans ce sens de ce que le sénateur RDPC ou le sénateur, je ne sais pas, n'importe quel parti SDF, cesse d'être sénateur RDPC dès qu'il est devant le problème des populations, pour ne défendre que l'intérêt des populations. Alors, Eros, alors, je parle de ce Sénat. C'est quand même la 3e législature. Il y en a eu 2 qui pouvaient servir d'expérience, on peut se dire. Mais sur des sujets aussi difficiles comme ceux-ci, des sujets très intéressants comme ceux-ci, est-ce que le Sénat peut trouver un intérêt à s'y pencher? Oui. Parce que ça aussi, c'est question d'intérêt. Est-ce que ça fait partie aussi des priorités de ce Sénat, même si nous ne savons pas exactement comment ces gens-là ont défini les priorités, mais on peut s'interroger, est-ce que cela peut faire partie des priorités du Sénat? En réalité, cela doit faire partie des priorités. Le Sénat, les sénateurs ne sont que des représentants des collectivités territoriales décentralisées. De ce point de vue, l'initiative doit d'abord venir des collectivités elles-mêmes. Si le maire ou les maires en font une priorité, je pense que le Sénat, qui est leur représentant, va porter la voix. Au regard de la configuration actuelle des hommes et des femmes qui font partie de cette institution, il y a matière quand même à espérer. Parce que dans la majorité des cas, ce sont les hommes d'action qui ont l'habitude. Monsieur le docteur Nono parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'actions que ces hommes posent, ou on pose dans le temps. Donc il y a matière à garder espoir et avoir espoir sur leur efficacité. Maintenant, qui risque d'être dilué parce que les uns et les autres parlent de la discipline du parti. Je pense que l'espoir doit beaucoup être mis sur les actions individuelles de ces individus par rapport aux besoins exprimés de leur population. Mais quitte à attendre une action collective ou alors une action purement institutionnelle, ça pourra encore prendre du temps parce que justement, au niveau de la macrostructure qu'est l'État, on n'a pas encore véritablement intégré le concept même de décentralisation et de développement local avec le transfert de tout ce que cela implique. Donc il faudrait que ces sénateurs essayent de créer, de constituer un bloc, de s'entendre, de travailler de façon collégiale pour véritablement impacter le quotidien des populations. Mais je continue à préciser que l'initiative doit venir des maires, des collectivités locales qui, de mon point de vue, sont maîtres de leur localité, connaissent mieux les problèmes de leur population, connaissent le niveau de leurs ressources, vont donc transmettre leurs besoins aux sénateurs qui doivent les défendre. Alors, Germain, un sénateur s'était plaint du fait qu'il n'y a aucun test qui les lie directement aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire que les actions qui sont censées être coordonnées ne peuvent pas passer justement. Le législateur, jusqu'ici, ne s'est pas encore prononcé réellement sur la relation qui doit en principe être entre les collectivités territoriales décentralisées et le Sénat. D'où donc on peut avoir comme impression que ce Sénat est tout simplement un asile des retraités, peut-être des retraités politiques, ou alors des retraités véritables qui, pour avoir mouillé le maillot, vont donc tout simplement aller se reposer et attendre tout doucement que Dieu les appelle un jour. Beaucoup en pensent ainsi. Ou peut-être un collège de récompenses. Bon, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le flou persiste. Nous le voyons à tous les niveaux. Au niveau même du fonctionnement des collectivités territoriales, le flou persiste. Dans la mesure où certaines actions initiées par les collectivités sont souvent stoppées par l'autorité centrale qui, ma foi, a du mal à respecter lui-même c'est-à-dire que ses engagements, a du mal à respecter lui-même les pouvoirs qu'il a cédés. Il a du mal à lâcher les cordes. Donc, au niveau du Sénat, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a un souci de texte, de précision dans les textes. Tout à fait. Pour savoir quel est le rôle exact, c'est-à-dire la responsabilité. Qu'est-ce que le sénateur peut faire dans une localité de façon concrète? A-t-il une action de contrôle sur les collectivités territoriales décentralisées? On n'en sait pas. Voilà.
aller défendre sa communauté, sa région, c'est une chose, mais quels sont les mécanismes mis en place pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir l'œil sur l'utilisation, sur l'évaluation, n'est-ce pas, des actions qui sont menées. À ce niveau, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des textes et de la structuration. Alors docteur Ndoundou, partagez vos avis de ceux qui disent que le Sénat, véritablement, c'est un asile de retraités. Parce que jusqu'ici, 2 législatures, la 3e qui vient juste de démarrer, on ne sait pas exactement si elle fera mieux. On s'est dit, c'est des gens qu'on regarde, mais dont on ne voit véritablement rien. Et du coup, ça ressemble à un organe budgétivore. Oui, mais il faut dire que partout dans le monde, hein, le Sénat, c'est une chambre de notables. Voyons, on parle de la lutte de sénateurs, on parle de pas de sénateurs pour parler d'un parlant, et c'est un peu cela. Mais voici le problème. Vous avez vu, on dit le Sénat ici, là, représente les collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, vous allez voir, au Cameroun, nous avons 10 régions, et chaque région a sa spécificité. Prenons le cas, par exemple, de l'extrême nord. Aujourd'hui, le problème se pose des problèmes de sécurité. Pendant qu'on vote, par exemple, le budget de l'armée de la défense, mais les sénateurs de l'extrême nord diront, attention, Boko Haram est encore là, il faut renforcer les capacités, n'est-ce pas, de l'armée pour défendre la zone. Quand on va parler, par exemple, du nord, où l'élevage des bovins, des tutelles, ils vont dire non, il est important que le Cameroun ait une pharmacie vétérinaire, un truc de laboratoire. À l'exemple de la navette, autrefois, je ne sais pas si ça marche toujours. Par exemple, quand on va parler de Douala, si on parle des problèmes de pollution, on parle du Vouri, on parle de la navigation aérienne, on parle de transport, n'est-ce pas, territorial, du transport terrestre. Mais les sénateurs vont dire, attention, nous avons des problèmes. Parce que voilà, il y a trop de contrôle, les camions connaissent des problèmes, les camionneurs connaissent des problèmes, il y a le problème, les taxes sont très élevées, ça pénalise et tout ça. Douala connaît des problèmes de pollution, Douala connaît des problèmes de ceci, cela. Donc c'est en ce sens-là. Ce n'est pas qu'ils vont spontanément aller dire non, c'est à l'occasion parfois des examens, n'est-ce pas, du budget, des lois, qui vont donc voir les aspects spécifiques qui touchent, n'est-ce pas, à la sensibilité de leur localité, et ça s'en accaparer et de devenir vraiment les avocats, n'est-ce pas, de cette... Effectivement, vous avez dit, dans la loi de 2019, on dit effectivement que les sénateurs sont des membres, n'est-ce pas, qui doivent assister à toutes les rencontres, toutes les réunions des régions ou des communes. Bon, ils ont juste voix consultative. Mais à ces occasions-là, ils peuvent donc percevoir quels sont les problèmes spécifiques de la région. Les problèmes, par exemple... Et quand ils viennent percevoir ça pendant les réunions, aussi, ça pose pas de problème. Le sénateur devait quand même déjà loger dans cette région et était censé connaître effectivement les problèmes qu'ils ont avant qu'ils n'aillent d'ailleurs au Sénat. Oui, mais... Hélas, bon... Non, mais ils sont élus. Vous savez, nous avons des habitudes un peu cachoutières. Par exemple, que ce soit le budget, on peut vous demander aujourd'hui quelle est la population de Douala. C'est sûr qu'il y a peu de gens qui peuvent dire, et vraiment avec exactitude. Vous allez voir les problèmes d'élevage. Oui, on sait qu'il y a des problèmes d'élevage, de ceci, de cela. Mais une fois maintenant que le délégué de l'élevage va venir s'exprimer avec des documents, des données, avec une base de données, ça sera différent de la perception vraiment lointaine qu'on peut avoir. Alors, ça ressemble assez sous-préfet lorsqu'il y a eu ce crash là, Baga Pogo, qui était dans son bureau pendant qu'il causait avec le maire. Il dit, mais Baga Pogo, c'est où? Il oublie que c'est sur son territoire. Ce sous-préfet ne savait pas que Baga Pogo était effectivement sur son territoire. En tout cas, il va se reconnaître. Je ne vais pas citer son nom sur ce plateau. Il disait, ça ressemble un peu comme ça. Certains sénateurs, ils sont au Sénat et puis ils vont se demander qu'est-ce que je dois faire en tant que sénateur. On a 5 minutes pour partir d'ici. L'organisation nous fait déjà des signes. Germain, Djeka et Longuet, on est en train de conclure définitivement la problématique des circulations urbaines. Comprendre l'imbroglio. Votre mot de fin. Merci de me repasser la parole. Pour terminer sur cette problématique, on va dire que nous avons compris que l'imbroglio vient des acteurs, vient du comportement des acteurs, vient des infrastructures, de l'insuffisance des infrastructures, vient de la mauvaise utilisation, d'un manque de planification. Bref, il y a moult raisons. Il y a toute une Maintenant, nous avons également pensé que si on peut rétablir les tracés des voies de communication
dans leur conception originelle, on peut améliorer quelque chose. Si on peut compléter l'offre de transport urbain avec des moyens de transport, avec le transport en commun, avec des nouveaux modes comme les tramways et autres, si on peut trouver pour des villes des voies de contournement pour que les gros porteurs n'aient pas à traverser la ville dans tous les sens à tout moment, si on peut aussi, et enfin, n'est-ce pas, dématérialiser un certain nombre de services pour Merci beaucoup, Germain, Djeka et Longuet. Héros, c'est quoi là? On est en train de sortir. Oui, je pense qu'on a longuement épilogué sur la question. Il est question maintenant que ceux qui ont la charge de la gestion des différentes villes prennent à bras le corps ce problème pour mettre sur pied des moyens de transport alternatifs, comme on l'a dit. Et j'insiste toujours sur l'impunité. Il faut punir. Je crois que les textes sont assez évocateurs sur le rôle de la police municipale qui doit apporter un appui dans la circulation du désordre urbain. Et il est bon de rappeler ici que le désordre urbain et les problèmes liés à cela sont plus accrus dans la nuit, dans les villes comme Douala et Yaoundé, où les gens pour vendre la bière bloquent la rue pour vendre aux poissons et installent leurs marchandises sur la chaussée. Il y a même des quartiers où les rues sont réputées être des espaces de joie. Donc il faut punir et il faut encore punir. Mais avant, il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup sensibiliser, il faut améliorer l'adressage des routes, c'est-à-dire avec les panneaux de circulation, la communication horizontale. Lorsque 17h arrive, chacun ouvre sa porte et vous voyez les chaises qui sortent là, les chaises qui sortent avec les tables banques qui occupent totalement la chaussée. Vous entendez ces bancs, vous voyez déjà comment ils sont en train de boire des bières. Vous vous demandez les bars là sont où? C'est dans les domiciles déjà. Ça, c'est la culture même, ici même à Douala. En tout cas, je ne trahis pas un secret. Allez voir, vous allez me dire. Docteur Ndoundou, nous sortons avec vous. Oui, la principale mission, n'est-ce pas, des autorités politiques, des autorités publiques, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Or, cette amélioration de conditions de vie des populations passe par les conditions de circulation dans les villes. Or, ces conditions-là sont intimement liées, n'est-ce pas, c'est-à-dire la vie, le confort de la vie en ville est intimement lié au confort de la circulation. Par conséquent, la priorité des priorités des autorités devrait être vraiment les problèmes de circulation pour désengorger les villes. Merci beaucoup, docteur Ndoundou. Émission entièrement dédiée à ma génitrice, ma chère maman, qui est en ce moment certainement en train de me regarder, Madame Veuve, Dame Veuve à Tagana Jeannette. Merci beaucoup. Nous voudrions saluer la réalisation pilotée ce soir par David Ayouk, bien sûr accompagné d'une vaste équipe. Emma était bien sûr là, Simo au son, et bien sûr de l'autre côté on avait Ouseni et notre ami Franck. Tous ont travaillé sérieusement pour la mise en musique de ce programme, madame, messieurs. Certainement, je voudrais vous remercier et vous donner rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 20h30 pour ceux qui sont en Afrique centrale, effectivement. 90 minutes d'intense activité intellectuelle pour le meilleur de l'actualité. C'est ça, ça devrait se faire. Merci de votre aimable attention et à bientôt.